Alors, je suis Teresa Lucia Orea, mon nom de jeune fille, Blanchet, mon nom d'épouse. Je suis née le 11 février 1939 au Sable d'Olonne, le jour de l'arrivée de mes parents au Sable. Mon père se prénommait Julien Orea Fernandez, ma mère Lucia Ouetté, née en 1918 et mon père en 1913. Mes parents sont nés dans la province de Madrid, exactement à Valdemoro. Mon père travaillait dans une cimenterie. Mon père avait quelques responsabilités politiques au sein de son village. Il faisait partie du Parti socialiste et a été policier dans l'armée républicaine espagnole. Ma mère était à la maison. Maman ne travaillait pas, elle allait à l'école religieuse. Elle a quitté l'école très tôt, elle savait à peine lire et écrire et elle se contentait de garder des enfants dans les familles bourgeoises du village. Et ils se sont connus, aimés. Ils ont organisé un théâtre. Ils se sont connus comme ça. Ils se sont mariés en 1937 contre l'avis de leur famille, surtout de mon grand-père. C'est pas qu'ils n'aimaient pas mon père, c'est que c'était la guerre. Ils voulaient qu'elle se marie d'une façon normale, en ayant un trousseau. Il lui disait toujours « Je veux que tu aies des draps et des culottes pour mettre sur ton derrière ». Bon, ils ont tenu, ils se sont mariés. Mon grand-père avait dit qu'il n'assisterait pas au mariage. Et au moment de la signature à la mairie de Nobleras, au sud de Madrid, il est arrivé. Il n'y avait pas du tout d'argent. Le repas de la noce était une paella. Et chaque convive a donné 5 pesetas pour payer le repas. Mon grand-père maternel travaillait dans un couvent de sœurs à Valdemoro. Mon grand-père ne faisait pas de politique, c'était un humain. Voilà. Quand les républicains sont arrivés à Valdemoro, ben oui, ils ont fait de mauvaises choses aussi. Mon grand-père a pris les sœurs du couvent dans son camion, les a habillées en civil et les a emmenées à Madrid pour les protéger. Donc vous voyez, c'est ça ce qui est arrivé dans cette guerre civile, c'est que quelques familles étaient de droite, de gauche, franquistes, républicaines, c'était difficile. Et lui a sauvé les sœurs. Ça n'a pas empêché que son fils aîné, Miguel, le frère aîné de maman, soit arrêté au moment où les franquistes sont arrivés à Valdemoro, emprisonné et fusillé. Avant de mourir, la veille de sa mort, il a écrit une lettre à tous ses frères et sœurs pour leur dire au revoir et pour leur demander de s'occuper de sa femme et de son fils. Queridísimos hermanos, son estos momentos en que os escribo bastante desagradables para mí. Son últimos momentos que apenas estáis de lo que a mí me sucede. Tal vez cuando recibáis esta y la leáis, no pasaréis a creerlo. Pero desgraciadamente, cuando recibáis esta, hemos dejado de ser hermanos en este mundo. Tengo que repetiros una vez más que soy completamente inocente de cuanto me han acusado.
Ya sabéis que he sido honrado toda mi vida, y que este fin no me lo merezco. Pero, ¿qué se va a hacer? La fatalidad así lo ha querido. Por lo único que me voy con sentimientos es por dejar a mi mujer, mi hijo y mis hermanos. Pues ya sabéis que he sido siempre amante de los míos hasta la exageración. Por lo demás, no me importa nada, porque esta vida, llena de sinsabores, no merece la pena el vivirla. Tener mucha resignación para llevar la desgracia, porque de otra manera nada vais a adelantar. Ser formales y honrados en todos los ratos de vuestra vida, aunque no os sirva de nada como a mí, porque siempre es una satisfacción. Si vuestras fuerzas lo permiten en alguna ocasión, os pido que hagáis lo que sea posible por mi mujer y mi hijo. Ya sabéis lo que los quería, y también sabéis que Casimira es buena y que me quería con pasión. Ha cumplido su obligación en todo momento. Ha sido una esposa modelo y es una buena madre. El golpe para ella va a ser también fatal. Esto es lo que más me apura, porque sé que le costará la vida. Me he quedado con una tarjeta escrita en la que felicitaba a Braulia por su cumpleaños. Qué apena estaba en lo que me iba a suceder momentos después. Nunca lo hubiera creído, pero ahora no hay lugar a duda. Escribiría mucho más, pero me hago la cuenta que cuanto más leáis, peor rato vais a pasar. Por esto me despido ya, deseándoos felicidad con muchísimos besos, de este que sabéis o has querido siempre como lo merecéis. Vuestro hermano Miguel. Despedirme de Antonio. He escrito a Casi, Ignacia y al pueblo. Et mon père a été lui aussi emprisonné. Il a été relâché et tout ça l'avait tellement bouleversé, il est mort 2 jours après sa libération. Mon père a été engagé politiquement parce que, d'une manière générale, ma famille paternelle était de gauche. Donc, je pense que naturellement, il s'est engagé. Il s'est surtout battu sur le front autour de Madrid. Il a été blessé, il avait une cicatrice à la jambe droite qu'il aimait beaucoup me montrer. Et puis, je crois que ça a été tout. Après, il est allé à l'hôpital. Et de là, il est parti, comme l'armée franquiste arrivait, ils sont partis sur Barcelone. À Barcelone, mon père n'a plus combattu. Je pense qu'ils ont cru jusqu'au bout que Franco n'arriverait pas jusque-là. C'était plusieurs familles, 7 ou 8 familles à vivre ensemble dans la même maison, avec les enfants. Bon, il y avait beaucoup de gaieté. Mon père était à l'abri parce qu'il ne combattait pas. Il faisait la cuisine pour les officiers. Donc, ça a été une période relativement tranquille et heureuse. Jusqu'au jour où l'armée franquiste arrivant sur Barcelone, ils se sont dispersés, les hommes sont partis en camion avec l'armée, les femmes ont trouvé un camion avec leurs enfants et tout le monde s'est retrouvé à Gérone. Mon père avait 26 ans, ma mère 21 ans. Elle était enceinte de moi, de 8 mois. Après leur parcours difficile de Barcelone à Gérone, et puis la traversée des Pyrénées à pied en plein mois de février, où
contre toute, enfin imprudemment, ils ont allumé un feu en pleine chaîne des Pyrénées parce qu'ils avaient froid. La police est arrivée, ils pensaient que c'était l'Espagne, et non, ils étaient en France. Ils ont été recueillis dans le village de Saint-Cyprien, plus ou moins bien, mais c'était l'exode, il y avait des quantités d'Espagnols, les hommes ont été démilitarisés, et l'objectif était de séparer les hommes des femmes. Les femmes, les enfants, les personnes âgées étaient dirigés sur les Sables d'Olonne, les hommes dans les camps d'Argelès-sur-Mer. Mon père, très amoureux, encore avec une allure un peu féminine. Il était jeune, il était mince, il a réussi à se glisser parmi les femmes et à se cacher dans le train. Donc, regardez mon papa, c'est là, quand il avait cet âge-là qu'il est monté dans le train. Le train est arrivé aux gares des Sables, où la police l'attendait déjà. Les douches étaient obligatoires avant d'être dispersées dans les différents endroits. Et maman, sous la goutte douche, on a vu qu'elle était prête à accoucher. Donc elle a été prise et emmenée à l'hôpital des Sables d'Olonne, à la maternité. Et j'arrivais, il fallait faire vite. Elle a accouché la nuit même. Et les policiers n'ont pas eu le cœur de renvoyer mon père tout de suite. La police a été indulgente et a accordé 3 jours à mon père pour faire ma connaissance et rester avec maman. Donc j'ai tué un peu en avance. Les policiers français des Sables d'Olonne ont été émus par cette histoire. Nous n'avions rien, une simple couverture, et ils ont fait une quête pour m'acheter une layette. Ça, je l'ignorais, maman ne m'en avait jamais parlé. Je regrette de ne pas m'en souvenir. J'aurais voulu savoir comment elle était-elle rose, enfin comment était-elle, mais c'est quelque chose qui m'a particulièrement émue. Et puis il est reparti au camp d'Argelès-sur-Mer. Et c'est là où, par une chance inouïe, une humanité très grande, de la part d'une famille des Sables d'Olonne, qui nous ont recueillis, maman et moi, qui nous ont gardés chez eux pendant 1 an, nous ont nourris, soignés, on avait la gale toutes les deux, nous en ont débarrassés, nous ont aimés. D'ailleurs, les quelques photos que je possède de cette période, on a l'impression que maman est en villégiature. Elle est bien habillée, elle est belle, elle est souriante. Elle avait que des nouvelles de son mari, elle lui a envoyé des photos. Voilà, nous sommes restés chez eux presque 1 an. Et alors je regarde vite l'article du Journal des Sables et je vois qu'une petite fille était née prénommée Nina. Alors je rappelle Thérèse et puis je lui dis, bon c'est pas sûr parce qu'il y a peut-être une autre, elle s'appelle Nina. Mais elle me dit, ben oui Nina, ça veut dire... Ouais, ça veut dire petite fille. C'est Niña en espagnol, voilà. Petite fille. Non, parce que je suis revenue longtemps au Sables d'Olonne chez la famille Thomas. Hein. Je venais régulièrement en vacances. J'étais très jalousée par mes petites camarades. J'étais la seule de l'école à aller en vacances à la mer. Je ne sais pas, je pense que c'est Paul, peut-être parce qu'il est à la mairie, qu'il a connu notre existence, et puis qui a eu ce geste d'amour, et puis c'est tout simple. Ça aurait peut-être pu être une autre famille que nous, mais le fait que maman accouche le jour même de son arrivée
qui s'est su par le journal, ça a peut-être attiré l'attention davantage sur ma mère et sur moi. J'étais fragile, toute petite, donc j'ai dû attirer la sympathie et l'émotion. Ce que je tiens à dire, c'est une chose à laquelle je n'avais jamais pensé. Ils nous ont aidés, ils ont fait beaucoup, mais je pense que sans le savoir, ils ont fait plus. Car j'ai appris que beaucoup de familles espagnoles, réfugiées au Sable ou ailleurs, ont été influencées, seules, désemparées, et ont fait le choix malheureux de retourner en Espagne. Si ma mère était restée seule avec moi, loin de son mari, qu'aurait-elle fait? Elle aurait peut-être influencé mon père pour repartir. Et grâce à Paul et à Simone Thomas, ils sont restés. Je pense sincèrement, j'y crois, qu'ils nous ont sauvé la vie. Maman m'avait toujours dit, tu as une marraine, c'était la concierge de la mairie. Léontine Boucard. Léontine Boucard, voilà. C'est tout, je n'en savais pas plus. C'est très bien, moi je suis très contente d'avoir une marraine, sans vraiment la demande absolue de mes parents, mais bon. Ou maman l'a voulu parce qu'ils étaient un peu différents sur ce chapitre-là. Mon père était anticlérical, j'ai eu une marraine, un peu par hasard, je pense, je ne sais pas, peut-être l'environnement autour du moment, au moment de ma naissance, et puis grâce à Lynn, et par un hasard en plus, où vous êtes amie avec cette famille, où ta maman était amie, j'ai connu à 90 ans le visage de ma marraine. Voilà. Encore une chose extraordinaire qui est arrivée. Pour quitter le camp d'Argelès, il fallait absolument trouver un employeur. À cette époque, les cultivateurs de plusieurs endroits de France, en l'occurrence la Bourgogne, descendaient dans les camps et prenaient certaines personnes pour venir travailler chez eux. C'est ce qui est arrivé. Mon père a trouvé un patron dans une ferme à Bessy-sur-Cure, dans Lyon, dans le département de Lyon. Mon père m'a toujours dit que ça avait été un moment pénible, qu'ils avaient été considérés pas comme des hommes. Ils ont été très malheureux, exploités, mal nourris, mal logés. Et le maire du village de Bessy-sur-Cure l'a su et il est venu nous chercher, nous a laissés chez lui pendant quelque temps. Et ensuite, mon père a trouvé un employeur. Et on est allé à Bazarmes. Bazarmes, c'est un village de Lyon aussi, pas très loin. Mes parents ont choisi de travailler dans les bois, bûcherons et bûcheronnes. Ils m'ont toujours dit que ça avait été une des périodes les plus heureuses de leur vie. Ils partaient le matin dans les bois, au-dessus de Vermenton, dans Lyon, et rentraient le soir, libres, heureux, avec moi, toute petite. On vivait ensemble, plusieurs familles vivaient ensemble, en l'occurrence à Bazarmes. Les Espagnols ont cru longtemps qu'ils allaient pouvoir retourner en Espagne. Donc ils ont fait comme beaucoup de réfugiés, ils se sont regroupés. Nous étions bien une dizaine à vivre ensemble. Et parmi ces Espagnols, beaucoup ont fait de la résistance, par mon père. Mon père s'était vu éloigné de la politique longtemps. Il avait toujours ses idées, mais il n'a rien fait de plus. Des amis de papa, Garcia, qui étaient résistants, on vivait, je vous dis, en communauté. Et j'ai toujours dans l'esprit, mais c'est plus que ça, c'est une odeur. L'odeur de sa capote quand il rentrait la nuit. En tant que résistant, il rentrait, on couchait dans la même chambre, dans la même pièce, et j'ai le sentiment que cette odeur, je la reconnaîtrai.
Puis petit à petit, eh bien, chacun fait sa vie. Hein. Avec toujours cet espoir que la France ou d'autres pays allaient intervenir et que Franco ne resterait pas. Bon, ils ont compris, bien entendu. Et ils se sont séparés progressivement, trouvé des maisons plus grandes, enfin vivre de plus en plus comme tous les Français. Avoir des amis, avoir une vie normale, à obtenir cette carte de réfugié politique. Et puis, voilà, j'ai eu un frère, j'ai eu une sœur. On a mené une vie quasi normale. Je n'ai pas vraiment souffert de mon statut de fille de réfugié, sauf à l'école primaire. Je parlais espagnol parce que nous sommes restés plusieurs années entre espagnols. Donc ça a été ma première langue, que j'ai un peu perdue ensuite, et puis que j'ai récupérée, plus ou moins bien, mais que j'ai récupérée. À l'école primaire, où les enfants, comme tous les enfants, étaient parfois cruels. Tu viens manger le pain des Français, enfin ce genre de petites choses. J'ai le souvenir de cette petite dispute après le CP, vous voyez, quand j'étais déjà entre 10 et 12 ans. Hein, c'est à cette époque-là que je l'ai ressenti. Mais pas au début, j'ai aucun souvenir de ça. Non. Ma vie de jeune fille a été tout à fait normale. D'abord parce que j'avais d'autres amies, une italienne, une allemande, et puis je n'ai pas souffert de tout ça. J'ai mené une vie vraiment comme toutes les jeunes filles françaises. J'ai été espagnole jusqu'à l'âge de mes 17 ou 18 ans. Et là, quand j'ai fini mes petites études, j'ai voulu travailler chez un notaire. J'étais secrétaire. Et je ne sais pas si vous avez su ça, mais je n'avais pas le droit, parce que je n'étais pas française. Et cet employeur m'a conservée chez lui, m'a gardée sans me déclarer pendant 1 an, le temps que je sois naturalisée française. Je suis française par naturalisation. Nous l'avons été, moi, mon frère, ma sœur, tous les trois en même temps, la même année. Pas mes parents. Mes parents ont attendu. Ils n'étaient pas prêts. Ils l'ont fait après. Ils sont devenus eux aussi français. Mais ils ont laissé passer un peu de temps. Mon père a souffert d'avoir abandonné l'espoir d'une république. C'est pour ça que je vous dis que j'ai trois petits vers à vous dire qui résument la situation. Faut-il que je m'en souvienne? Et vous êtes devenus, par courage et envie, des exilés heureux, mais blessés à jamais d'avoir abandonné l'espoir d'une république. Et c'est vrai que mon père a toujours été un homme plus triste que la normale. Je pense qu'il était un peu rongé par ça. Il en parlait beaucoup, tout en aimant la France et en y prenant beaucoup de plaisir dans certaines occasions, mais toujours ce fond de tristesse que n'avait pas ma mère. Ma mère, c'était l'excès contraire. C'était la joie de vivre. C'était n'importe quoi. Lors des réunions familiales, il y avait une coutume, macabre, mais très espagnole. On couchait mon oncle et il faisait le mort, comme s'il était mort. Mes tantes lui nouaient un mouchoir autour de la tête, avec un nœud. On lui mettait autour de lui toutes les plantes de la maison qu'on pouvait trouver, toutes les fleurs. Et mes sœurs vantaient ses qualités, pleuraient leur tristesse de voir leur frère mort. Et ça, on avait droit à cette cérémonie
à chaque festivité. Et ça se terminait par un grand éclat de rire ou... Voilà. Mon oncle se relevait, voilà, attendu content, ah, t'es pas mort. Quand je raconte ça à des personnes françaises, elles ne comprennent pas. Moi, je comprends parce que c'est bien espagnol. On mélange la vie, la mort, hein, ça fait en Espagne. Maman est restée longtemps sans retourner en Espagne. Et une année, maman s'est décidée, quand elle a été naturalisée française, ce qui a demandé un certain nombre d'années, parce qu'ils étaient prêts, mais bon, ils espéraient encore. Maman est retournée en Espagne avec mon mari et moi en 1965, parce qu'on considérait qu'elle ne craignait rien. C'était une jeune, très jeune fille. Elle n'avait jamais fait de politique. Enfin bon. Ça a été difficile pour elle. À la frontière, elle était dans un état lamentable. On est venu lui demander, comme à tout le monde, vous avez quelque chose à déclarer. Elle était incapable de parler. Il a fallu qu'on réponde à sa place parce elle est donc allée chez son frère et elle est pour dire pas sortie pendant son séjour en Espagne parce qu'elle avait malgré tout très peur. Si vous voulez parler de la guerre au point de vue familial, elle n'a déchiré personne dans notre famille. Et pourtant, il y avait les deux camps. Mais ça s'est bien passé. Le frère aîné de maman, José, qu'on appelait Pépé, s'est marié avec une jeune femme qui se prénommait Conchi. Le papa de Conchi était franquiste. C'est lui qui est venu arrêter chez les grands-parents Miguel, un demi-frère de maman, qui a été emprisonné et fusillé. Vous avez bien compris, le papa de Conchi, la femme de mon oncle. Donc, ils se sont mariés, il n'y a pas eu de problème. Mais toute sa vie, mon oncle a autorisé la venue de ses beaux-parents chez lui, mais quand ses beaux-parents arrivaient, mon oncle s'en allait. Ils ne se sont jamais rencontrés, jamais reparlé, mais il a toujours aimé sa femme, il n'y a jamais eu de problème entre eux. Voilà, c'était ça. Et ce monsieur, quand Franco est mort, il est mort en 75, je crois, Franco. Oui. Ce monsieur, je ne sais pas, je pense qu'il a eu peur, je ne sais pas. Il s'est suicidé. Est-ce qu'il a eu peur de représailles à ce moment-là? Je ne sais pas. Mais vous savez, l'histoire Franco, elle a duré longtemps. La famille de mon père était plus à gauche, plus politisée que celle de maman. Et ils ont été ennuyés, mais très, très, très longtemps. Très longtemps. Les jours de manifestations, de fêtes nationales, par exemple, un de mes oncles, on venait le chercher, on le mettait en prison pendant 2 ou 3 jours, le temps de cette manifestation. Ils ont eu beaucoup de mal à trouver du travail, ne trouvaient pas de travail. J'ai un cousin qui a mon âge et qui a toujours cette angoisse de la faim, parce qu'ils ont eu faim, très faim. Ils ont été malheureux. Vous savez, les premières années où j'allais en Espagne, on ne pouvait pas parler politique. Si vous parliez politique dans une maison, doucement, on va nous entendre. Et ça, c'est resté très, très longtemps, très longtemps. Chez maman, du côté de maman, moins, je vous dis, c'était pas le même genre. Une des dernières années où je suis allée en Espagne, j'étais en voiture avec ce cousin dont je vous dis qu'il n'a jamais pu oublier la faim. Et un fils de franquiste est passé sur le passage piéton. Et mon cousin l'a injurié. Il a hésité à l'écraser. Non, oui, il reste toujours des animosités
des familles qui sont encore montrées du doigt par les uns ou les autres selon leur situation politique. Mon père a attendu la mort de Franco pour retourner en Espagne. Et je pense qu'il a bien fait. Mon père n'a jamais voulu, tant que Franco était là, Oui. il n'a jamais voulu, il a eu tout à fait raison, parce que pour lui, c'était encore dangereux. Il avait toujours dit, le jour de la mort, je ne veux pas dire l'injure, elle est trop horrible, le jour de la mort de Franco, je fêterai ça dignement. Sa mort sera bien arrosée. Et le jour de la mort de Franco, mon père était à l'hôpital, opéré de l'appendicite. Il n'a pas pu fêter ça aussi dignement qu'il aurait voulu. Bon, donc après son décès, le décès de Franco, mon père est retourné en Espagne. Là, ils y sont allés tous les ans, jusqu'à l'âge de 79 ans à peu près. Mais n'ont jamais manifesté le désir de s'y réinstaller. Et le grand bonheur de leur vie, ça a été d'acheter une maison, avoir une maison à eux. C'était là quelque chose d'énorme. Ma mère me disait qu'elle n'avait pas envie de se coucher le soir parce qu'elle perdait du temps. Pendant qu'elle dormait, elle ne profitait pas de sa maison. Ils étaient français, presque de cœur. Maman n'a jamais su lire l'espagnol et encore moins le français. Oui. Mais, si, sur la fin de sa vie, elle savait un peu. Parce qu'elle aimait beaucoup les magazines comme Nous Deux, Intimité. Oui. Alors moi, enfant, j'étais obligée de lui lire ces livres-là parce qu'elle lisait les films de feuilleton. Et puis, en grandissant, j'en avais un peu assez de lire Nous Deux, Intimité. Et elle a commencé à déchiffrer toute seule. Et sur la fin de sa vie, elle savait lire un petit peu l'espagnol. Le français. Le français, oui. Oui. Elle lisait un peu le français. Elle avait une façon, elle, très particulière de parler français. Des choses que, en vieillissant, je reproduis en souvenir d'eux et que bientôt je vais dire automatiquement sans me rendre compte que c'est pas comme ça qu'on dit. Par exemple, je vais vous donner un exemple. On la prenait en voiture et on lui disait « Maman, mets ta ceinture ». Et c'est pas la peine, on va pas loin. « Maman, mets ta ceinture ». Bon, eh bien, je vais le faire sans blague. Elle ne disait pas « je vais faire semblant ». Elle disait « je vais faire sans blague ». Elle confondait le « u » et le « ou ». Parce qu'en Espagne, ça se prononce « ou ». Donc, quand elle avait mal au cou, elle pouvait vous dire « j'ai mal au cul ». Au contraire, il y a plein de petites choses comme ça. Elle ne savait pas dire un pamplemousse, alors elle disait un pampamouche. Enfin, plein de petites choses. Ton père, elle ne savait pas me dire ton père a ronflé cette nuit, ton père a gonflé cette nuit. Enfin, alors vous savez, tous ces petits trucs-là, je les ai notés et je les ai envoyés à mes neveux, à mes nièces, à mes enfants. Enfin, ils avaient leurs amis, leurs habitudes, leur façon de vivre. L'Espagne, à cette époque-là, c'était pas merveilleux. Donc, ils avaient leur travail. Nous étions grands, on avait notre vie d'adulte presque. Donc, ils n'ont pas éprouvé le besoin de retourner. Leur famille est venue les voir, même ma grand-mère. La mère de maman, ma grand-mère maternelle, est venue nous voir en France. Elle était déjà âgée, mais elle est venue nous voir avant la mort de Franco, 14 ans après la séparation avec sa fille. Et elle s'appelait Agustina. Alors elle a trouvé la France exceptionnelle. On était dans un petit village, elle disait bonjour à tout le monde. Mais elle ne faisait pas la différence entre monsieur et madame. Elle disait bonjour madame à tout le monde. Elle s'était liée d'amitié
avec le croque-mort du village, Monsieur Campion. Pourquoi, je ne sais pas. Et elle lui disait toujours « Bonjour madame ». Je connais encore toute ma famille qui reste en Espagne. Nous nous voyons très régulièrement pour les belles occasions et les moins belles. Par exemple, au mois d'octobre, j'ai une petite cousine qui se marie et nous y allons tous, enfants, petits-enfants. Et nous gardons le contact aussi bien du côté paternel que maternel. Mais plus du côté maternel parce qu'ils sont restés plus dans le même village, ils sont moins dispersés, c'est plus facile. Je me suis mariée, comme je vous ai dit, avec Gilles. Un Berrichon. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que ça a été une personne amoureuse de l'Espagne. Je lui disais, tu n'es plus espagnol que moi. Il adorait l'Espagne. Il adorait je ne devrais peut-être pas le dire, mais il aimait beaucoup la corrida. Il allait en Espagne, comme s'il était allé en Bretagne. Il avait autant d'affinité avec les Espagnols. Il faisait tous les cafés de Valdemoro avec les amis espagnols. Il comprenait leurs blagues, leurs histoires. J'ai eu beaucoup de plaisir de ce côté-là. Et il me disait, si ma vie était à refaire, j'aurais été toréador. Et moi, je lui disais, et moi, j'aurais été danseuse de flamenco. Au moment où ça a été facile, parce que c'est facile maintenant, hein, j'ai ma sœur qui l'a fait, mes nièces. Moi, j'avais déjà 75 ans ou même plus. J'ai dit, bon, c'est plus la peine. Ma double nationalité, elle est en moi. C'est pas un papier qui va m'apporter quelque chose de plus. Pour moi, c'est dans ma tête, c'est dans mon cœur. Ceci dit, j'aime beaucoup l'Espagne, mais je suis quand même plus française qu'espagnole. Et si on dit du mal de la France, je suis très touchée. Je dirais même bouleversée. Parce que, bon, on n'a pas toujours été bien reçus, mais on a eu quand même des gens qui nous ont aidés. Et c'est grâce à eux quand même, et puis à ce qui existe en France. Hein, une démocratie, une liberté qu'on ne reconnaît pas toujours, mais qui est quand même bien là, qui nous a permis de nous intégrer, de faire une vie normale. J'aime l'Espagne, ma famille, je suis espagnole de naissance, fille d'exilés, je suis quelquefois, je ne sais pas si je peux le dire, plus française que les Français. Les choses que l'on dit sur la France me blessent énormément. J'ai cet orgueil de la France.